Monsieur Jean-Claude, je ne voudrais pas réagir, je ne voudrais pas répondre, mais je ne voudrais pas répondre, mais je dois quand même le faire. Ouais. Parce que cette question, moi, je voudrais que vous puissiez la poser à la communauté estudiantine de l'UPCAM. Parce que moi, je commence par vous. Nous allons y arriver. Ouais, ouais. Vous étiez le premier à venir dans cette émission Jeunesse et Réalité, lorsque vous étiez encore étudiant, pas membre de la coordination estudiantine, pour décrire toutes ces pratiques. Aujourd'hui, à la tête de la coordination, je ne vous ai jamais entendu décrire quelque chose. C'est pourquoi je me dis, est-ce que la situation s'est améliorée? Bonjour, aimable Bembouta Timini Télévision. Merci de nous suivre et de nous accueillir chez vous. Vous êtes très nombreux à nous écouter. Nous nous retrouvons pour le compte de notre émission Jeunesse et Réalité. Jeunesse et Réalité, aujourd'hui, nous allons parler de la littérature, également de la lecture. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Félicien Ngalamouloumé Baloufou, président provincial de l'Association des jeunes écrivains du Concord à AGECO. Il est aussi jeune écrivain de la place, il est poète, il est aussi dramaturge. Il est aussi président de la coordination estudiantine de l'Université pédagogique de Kanangam. Félicien Ngalamouloumé, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Jean-Claude Ngalamouloumé. Bonjour également à tous les amis de Moutatine officiel. Nous venons de vous présenter brièvement. Est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose si cela vous arrange? Merci beaucoup Jean-Claude. Je sais que l'essentiel est dit. Je suis Ngalamouloumé Balou pour Félicien. Je suis écrivain. Je suis aussi journaliste. En dehors de ça, il faut signaler que j'ai fait des études littéraires. Je suis actuellement gradué en lettres et civilisations africaines et congolaises. Mais dans peu de temps, je vais aussi terminer ma licence dans le même département à l'Université pédagogique de Kananga. Je suis parce que je me débrouille un peu dans plusieurs genres littéraires, en poésie, nouvelles, théâtre, romans aussi, essais, ainsi de suite. Voilà ce que nous pouvons dire de manière brève, M. Jean-Claude, sur notre présentation. Merci beaucoup, M. Félicien. Nous vous accueillons ce jour parce que vous êtes lancé dans la lutte pour la promotion de la littérature et aussi de la lecture depuis un moment. Nous voulons parler de ces deux activités. Dites-nous en premier lieu, Félicien, quelle est l'importance de la littérature dans le développement personnel d'un étudiant, d'un chercheur, d'un scientifique? Merci beaucoup, M. Jean-Claude. Moi, je voudrais commencer par un aspect sur lequel beaucoup d'Occidentaux sont en train de se focaliser pour se moquer des Africains. Il s'agit de quel aspect? Oui, mais ils disent souvent que l'Afrique, c'est un continent sans histoire. Ouais. Et s'ils le disent, c'est parce que, en tant qu'Africains, nous n'avons pas eu le temps de nous développer plus en matière de littérature. On n'a pas beaucoup écrit. Nos ancêtres n'ont pas beaucoup écrit. Ouais. La littérature ici en Afrique a connu son essor avec un très grand retard. Voilà pourquoi, plus les Africains n'ont pas écrit, plus leur histoire ne remonte pas d'un très long moment. Et on a peu d'informations concernant les Africains. Et de manière personnelle, nous estimons que la littérature peut d'abord aider celui qui s'y donne à pouvoir se développer scientifiquement. Ouais. Parce que plus vous vous efforcez afin d'écrire, plus vous allez aussi acquérir beaucoup de matière. Parce que vous n'allez pas écrire ce que vous ne maîtrisez pas. Et donc, pour écrire, on doit fournir des efforts, on doit mener des recherches, on doit essayer de connaître un certain progrès scientifique. Et aussi, plus on écrit, plus on découvre aussi ses talents. Et en dehors de ça, on peut aussi se faire des moyens grâce à la littérature. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que vous suivez Jeunesse et Réalité. Félicien, comment se situe votre lutte? Vous dites plus, vous écrivez plus, vous auto-formez, plus aussi vous pouvez gagner de l'argent. Est-ce que cet aspect de la vie que vous évoquez est accepté facilement chez nous par les jeunes que vous encadrez dans la littérature? En fait, à cette question, je voudrais répondre de deux manières.
Ça veut dire, je voudrais dire qu'il y en a qui acceptent cela facilement, mais il y en a aussi qui s'y opposent. Ouais. Ceux qui s'y opposent estiment que les livres n'est pas utile. Il y en a qui disent que plus vous écrivez, plus vous devenez pauvre. Ouais. Ils disent les écrivains n'ont pas d'argent. Voilà ce qu'ils évoquent comme en réalité, vous pensez que ce sont des fausses affirmations? Ce sont des fausses affirmations parce que nous-mêmes, en tant qu'écrivains, en ayant essayé, nous avons remarqué que ce que les gens disent n'est pas correct. Et puis, il y en a aussi qui estiment que pour écrire, il faut avoir beaucoup d'argent. Comme on est encore pauvre, on n'a pas assez d'argent, on ne peut pas écrire. Et c'est aussi parce qu'il n'y a pas de financement. Ici, vous voulez écrire, vous n'avez pas de financement, vous allez vous décourager. Et c'est ça que beaucoup de gens qui s'opposent à cette lutte sont en train d'évoquer comme argument. Mais ceux qui nous acceptent aussi facilement disent qu'il faut essayer. Il faut seulement oser. C'est difficile, mais osons seulement. Essayons de voir. Parce que il y a des gens qui nous disent que c'est difficile. Est-ce que nous avons essayé et avons vu que c'est difficile? Point d'interrogation. Donc, en essayant, je crois que c'est possible que l'on découvre ce qu'on trouvait peut-être impossible. Quelles sont les difficultés auxquelles les écrivains locaux, les jeunes écrivains rencontrent? Bon, nous disons des choses... Pour le cas du Kassai central. Voilà, au Kassai central, nous avons vécu ici il y a longtemps. Ouais. Nous avons aussi essayé de fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir promouvoir la littérature, mais il y a d'énormes difficultés que nous éprouvons. La première difficulté, c'est celle qui est connue de tous, et elle est relative à l'absence de maisons d'édition ici au Kassai central. Vous pouvez vouloir écrire, vous pouvez avoir beaucoup de textes encore manuscrits, mais pour les publier, il faut procéder par une maison d'édition. Mais s'il n'y en a pas, c'est compliqué. Mais il y en a aussi qui ont cette volonté d'écrire, qui ont des textes, mais même pour se faire éditer ailleurs, ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens, donc l'absence ou encore le manque de moyens financiers, même de moyens matériels aussi. Et aussi, une autre difficulté, c'est celle relative à l'absence, je ne veux pas dire l'absence, mais la rareté des cadres d'échange. L'encadrement, cet encadrement de la jeunesse, en tout cas, je n'estime pas que cela existe déjà au Kassai central à un grand pourcentage. C'est-à-dire que vos aînés n'ont pas vraiment assuré les relèves. Bon, je voudrais me réserver par rapport à ça parce que s'ils n'avaient pas assuré la relève, nous ne devions pas écrire aujourd'hui. Donc, il y a des aînés qui nous ont vraiment aidés. Si nous avons commencé... Ils ont raison. Voilà, par exemple. Localement, on a quelques écrivains. Vous êtes auteur de quelques ouvrages. Oui. Il y a notre jeune sœur ici, Maître Tchama, qui est aussi auteur de quelques ouvrages. Oui. Mais comment les autres jeunes ici sont parvenus à écrire? Comment vous faites pour surmonter ces obstacles? Voilà. La première chose que nous avons apprise aussi de la part de beaucoup de coachs, de la part de beaucoup d'encadreurs, c'est qu'il faut avoir la détermination, il faut avoir le courage, il faut avoir l'audace, comme le dit souvent le coach François Kadima. Lui dit, il faut avoir l'audace. Donc cette audace d'agir là où on estime que c'est impossible. Là où tout le monde estime qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose, vous agissez seulement. Vous verrez que là, ça va essayer de changer. Donc, cette audace d'agir. Même quand tout le monde estime que c'est impossible, on agit. Et c'est comme ça qu'on devient héros. On ne peut jamais réussir si on n'a pas osé, si on n'a pas vraiment fait face à des grandes difficultés. Et nous aussi, ce que nous faisons, c'est le fait de nous débrouiller aussi, de nous auto-financer, tant soit peu, parce que même la Bible le dit, c'est quand tu agis que Dieu peut t'aider aussi à agir. Donc, même quand on a un petit rien, nous pouvons aussi épargner. Aujourd'hui, j'ai 1000 francs, demain j'ai 10 000, 2000 francs. Après, j'ai un petit montant qui peut me permettre d'abord de publier ne plus qu'un seul livre, mais même un seul exemplaire. Et quand les gens verront déjà sur le marché mes livres, ils vont s'y intéresser. Et à ce moment-là, il y a moyen que certains partenaires nous appuient aussi. Mais si juste là, nous n'avons rien fait. Parce que même quand certains jeunes estiment qu'ils n'ont pas d'argent, alors ils n'écrivent pas. Est-ce que pour avoir même un cahier de 24 feuilles et écrire ne fût-ce que ce qui nous arrive à l'esprit, ça demande combien d'argent? Écrivez d'abord. Plus nous écrivons, plus il y a aussi moyen que nous puissions nous attraper certains financements et on peut gagner la confiance des lecteurs. Voilà, merci beaucoup Félicien Ngalamounoumé. Puisque vous encouragez les jeunes à écrire, dites-nous quelles sont les principales étapes pour la rédaction d'un livre.
quels sont les préalables. Vous pouvez revenir sur tous les processus littéraires. Oui, d'abord, il y a deux parties nécessaires ou deux étapes qu'il faut suivre. La première étape est celle d'avant la production du livre. Donc, d'abord pour devenir écrivain, c'est ça d'abord. Pour devenir écrivain, mais tout le monde la deuxième, voilà. Ça ne demande pas seulement de faire les lettres. C'est ce que je voudrais dire, Jean-Claude. Donc, il y a deux choses. D'abord, comment devenir écrivain. Deuxièmement, comment écrire une œuvre littéraire. Alors, pour devenir écrivain, normalement, on doit accepter de lire les autres. Parce que ce que nous écrivons, nous devons l'écrire en nous servant aussi des modèles des autres. Nous voyons comment les autres ont écrit. Nous ne pouvons pas reprendre tout ce qu'ils ont fait parce que ça, c'est déjà le plagiat. Et en littérature, quand vous commettez le plagiat, ça veut dire que d'abord, votre texte ne sera pas authentique et puis vous perdez la crédibilité. Voilà. Et c'est pourquoi il faut d'abord lire les autres, mais ne pas les copier, ne pas reprendre tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont écrit. Lire d'autres écrivains. Deuxièmement, il faut aussi se faire former. Se faire former, c'est par exemple participer à des sessions de formation, des ateliers d'écriture, et on peut même participer ou encore prendre l'inscription dans une école littéraire, ça peut être au secondaire, et même à l'université. On peut faire les lettres, c'est possible. Et on a aussi fourni beaucoup d'efforts pour pouvoir maîtriser la langue d'expression. Ça, ce sont des choses qu'il faut faire préalablement avant de penser comment écrire un livre. Maintenant, si vous êtes auto-formé, si vous avez aussi suivi des formations, ça et là, si vous avez lu d'autres personnes, maintenant vous êtes devant un papier, un bloc-notes, votre ordinateur par exemple, parce qu'il y a des gens qui écrivent directement sur l'ordinateur. C'est juste déjà leurs idées. Ils le font directement. Et là, la première des choses, c'est qu'il faut savoir de quoi on veut parler réellement. Ouais. Parce que lorsqu'on écrit, on est en train de transmettre un message quelconque. Nous disons, nous qui avons fait les lettres, qu'un écrivain est le miroir de sa société. Ça veut dire que l'écrivain voit ce qui se fait dans sa société et il le communique grâce au livre. Et pour pouvoir y arriver, on doit maintenant savoir de quoi je veux parler. Je veux parler de la guerre. C'est un thème. Je veux parler par exemple du mariage. Je veux parler de la mort, etc. Alors, de l'entrepreneuriat même. Alors, ce sont là les choses qu'il faut faire. Donc, il faut commencer par trouver le thème. Et le thème, on le découvre grâce au constat fait. Après avoir trouvé le thème, il faut maintenant savoir quel est le moyen que je vais utiliser pour transmettre mon message. Ça veut dire choisir le genre littéraire, parce qu'il y a beaucoup de genres littéraires. Il y a le roman, la poésie, le théâtre, les pamphlets, les contes, les nouvelles. C'est trop. Et quand vous avez choisi le genre littéraire que vous voulez utiliser, alors vous pouvez maintenant chercher, si c'est par exemple un roman, alors vous pouvez chercher le personnage, bon, dans ce roman, qui sont les principaux personnages qui doivent intervenir. Si c'est dans le théâtre, par exemple, vous pouvez aussi trouver certains acteurs sont encore des personnages. Et après avoir trouvé cela, essayez d'élaborer le plan ou encore la synthèse de votre livre. Bon, votre histoire doit se dérouler comment? Quelles sont les principales étapes de votre histoire? Non, l'histoire commence par exemple, il y a un jeune garçon ou une jeune fille ou un homme quelconque qui vit quelque part. Ça, c'est le début. Mais après, il va connaître peut-être un certain progrès quelconque. Après un moment, il va se déplacer peut-être. La question que se pose beaucoup de jeunes ambitieux, c'est la source des idées. Mais les idées en soi proviennent d'où? Voilà, merci. Les idées, quand nous faisons la poésie, on nous parle des muses. Les muses, c'était bon, les déesses grecques qui inspiraient les poètes. Donc, quand le poète écrit, il s'inspire de ce que les muses sont en train de leur dire. Donc, ils étaient là en train de réfléchir. Donc, tout ce qu'ils disaient, on estimait que ça venait des muses. Même aujourd'hui aussi, il y a des gens qui pensent qu'il y a les esprits qui communiquent avec les poètes, parce qu'un écrivain, c'est un savant. Il faut reconnaître ça, un écrivain, c'est un savant. Il communique avec le monde des idées. Et d'abord,
on peut poser les idées dans notre vie quotidienne. Parce que ça, je dis, ce que nous vivons, nous pouvons le redire dans les livres. Et aussi dans nos différentes lectures. Plus vous lisez d'autres personnes, plus vous allez vous inspirer. Plus vous lisez les histoires de certains peuples qui ont vécu ça et là, vous pouvez alors trouver de l'inspiration et écrire. Et on peut aussi s'imaginer, on est là parce qu'on est écrivain, on conçoit une histoire quelconque, c'est de la fiction et on écrit seulement un livre. Et répondez-vous aussi à ceux qui pensent que les auteurs locaux ou les nationalistes sont découragés parce que dans les programmes éducatifs de notre pays, on ne promet pas vraiment la littérature locale. Vous savez que, comme dans la région du Kassa, on a connu des Boboaka Yembe, Tchepela Yela, le fait Matoukel qui a rédigé beaucoup de romans et de pamphlets. Mais ces gens ici sont inconnus au grand public. Leurs œuvres ne sont pas connues parce qu'à l'école, à l'université, on continue toujours de nous parler des camarades, des gens qui ont œuvré ailleurs. Mais pourquoi, face à cette situation, comment vous aussi, vous répondez aux jeunes qui viennent peut-être avec de telles interrogations? Bon, moi, je dis parce que vous avez commencé par dire que ces jeunes se découragent. Ouais. Parce que plus on écrit et on n'est pas promu, peut-être les livres qu'on est en train de produire, l'État ne nous accompagne pas. Voilà. Si c'est décourage, moi, je dis qu'ils n'ont pas raison. Ouais. Parce qu'il ne suffit pas de se décourager. Le vrai problème, c'est comme ce que moi je dis souvent, parce que je suis écrivain, mais je suis aussi féministe. Parce que dans certains de mes livres, je suis en train de parler de la femme, je parle des droits de la femme. Et j'ai toujours dit que dans certaines de mes citations, je dis que la femme ne sera entendue que quand elle aura parlé haut et fort. Ça veut dire que la femme ne doit pas rester là, bras croisés, pour que l'on parle à sa place. Et c'est la même chose avec les écrivains. Aujourd'hui, notre littérature, que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau national, nous pouvons aller plus loin, nous pouvons être lus et connaître les succès que si nous nous levons et si nous faisons d'abord notre propre promotion. Parce qu'il y a des écrivains, il y a longtemps dans cette province, on ne parlait presque pas de la littérature, on ne parlait pas du livre, alors qu'il y a des gens qui écrivaient. Et donc, réveillons-nous. Oui, continuez d'écrire. Alors, nous qui sommes écrivains, réveillons-nous, faisons un bruit, écrivons, disons. Et d'ailleurs, les livres, moi j'ai toujours dit que les livres, c'est un outil très, très nécessaire pour pouvoir révolutionner le monde. L'Afrique a connu la période de la décolonisation grâce aux livres. Il y a des écrivains qui se sont levés, qui ont écrit. Et cela a révolté presque tous les Africains et ils se sont mis à réclamer leur indépendance. Et nous aussi, en tant qu'écrivains, nous pouvons produire des livres qui décrivent cette manière de voir, de faire les choses. Nous devons dire aux autorités qu'il faut privilégier aussi les écrivains locaux. Et aussi, ce que je peux dire aux écrivains, c'est que normalement, nous ne pouvons pas connaître le succès le même jour. Ouais. Ce n'est pas dès que nous naissons que nous pouvons émerger directement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont célèbres. Je prends l'exemple de Zamenga Batukezang. Mais quand Zamenga a commencé à écrire, il ne savait pas qu'il serait aussi célèbre. Aujourd'hui, mais quand il commençait, il ne croyait pas qu'il pourrait arriver à ce niveau. Et ça veut dire que moi, je peux dire à nos amis, à nos frères et sœurs, à tous les jeunes, à tous les écrivains du Kassa central, soit de la RDC, de ne pas se décourager. Levons-nous, parce que la réussite n'est pas seulement aujourd'hui. La réussite, c'est quand nous luttons, et après un moment, on peut manger. Voilà. Merci beaucoup, Félicien Ngalamouloumé. Mesdames et messieurs, vous suivez Jeunesse et Réalité sur Moutatini officiel. Nous recevons Félicien Ngalamouloumé de l'AGECO. Félicien, nous basculons cette fois-ci pour IPCAN. Vous êtes en train également de faire la promotion de la culture de la lecture dans les écoles et aussi dans les milieux universitaires. Qu'est-ce qui motive votre démarche? Oui, Jean-Claude, je pense que j'avais essayé de le dire dans mes mots introductifs. Normalement, si aujourd'hui, nous voulons émerger, nous devons aimer la lecture, nous devons aimer le livre. Il y a des gens qui ont une mauvaise conception du noir. Qu'est-ce qu'ils disent? Le noir, si vous voulez lui cacher l'argent, mettez-le dans le livre. Mais moi, je voudrais dire aujourd'hui que si
nous voulons nous enrichir. Nous, Noirs, lisons. En tout cas, fouillons presque partout. Ouvrons les livres et lisons. Parce qu'en lisant, nous pouvons découvrir beaucoup de choses. Les universitaires, par exemple, moi, je suis en train de leur dire que avec l'avènement du système LMD, mais on privilégie la lecture. Parce que là, ce n'est pas l'enseignant qui doit tout dire aux étudiants, mais c'est aux étudiants de découvrir eux-mêmes certaines matières. Les universités n'ont même pas des bibliothèques enrichies. Les étudiants, par moment, décrivent que les bibliothèques sont pauvres. C'est l'état peut-être à l'IPK, nous on retrouve que des travaux de fin de cycle qui sont dans les bibliothèques. Non, M. Jean-Claude, mais ça c'est un gros mensonge. Parce que moi, en tant que président des étudiants de l'UPK, je vous dis que j'ai initié pendant mon règne un concours de lecture. La première fois que ce concours est initié. Comment les étudiants avaient accueilli ce concours? Parce qu'ils sont habitués à lire les travaux à la bibliothèque. Premièrement, beaucoup n'ont pas compris la vision. Ils ont estimé que ce ne serait pas important. Mais après tout, on s'est imposé et on a vu que ceux qui ont participé ont acquis, en tout cas, un niveau considérable. Et les autres ont remarqué que c'était important, mais c'était déjà tard. Et maintenant, pour répondre à votre question, le PECAM a une bibliothèque très enrichie. Et elle n'est pas seulement physique, mais il y a aussi une bibliothèque virtuelle. Ça veut dire que si vous avez besoin d'un livre en vue, vous pouvez lire. Mais si vous voulez aussi accéder à un livre via la version électronique, c'est encore possible parce que le PECAM a la bibliothèque virtuelle. Et aussi, je voudrais vous dire que les livres sont vraiment actualisés. La bibliothèque a des livres nouvellement édités. Et même moi-même, quand j'ai publié mes ouvrages, j'ai donné quelques exemplaires à l'UPK. J'ai écrit des pièces de théâtre, j'ai écrit des romans, j'ai écrit des recueils de poèmes, et ainsi de suite. Aux écoles, est-ce que vous êtes bien accueillis? Est-ce que les élèves s'adonnent à la lecture? Oui, oui et non. Oui, parce que il y en a qui ont compris que c'était important. Nous avons même organisé encore d'autres matières de lecture. Nous avons organisé certains concours de lecture aussi. Et les élèves se sont donnés. Mais je trouve que nous sommes encore à l'étape, je peux dire, expérimentale. Parce que il nous faut prêcher. Nous devons prêcher la lecture. Nous devons prêcher la culture du livre. Je crois qu'avec le temps, nous finirons par atteindre l'objectif. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin, selon ce que notre Thérèse Mouinga qui prend de vie nous fait signe. Félicien, nous voulons terminer par votre coordination de l'IPECAN. Hier, étudiant, toujours dans les comptes de l'émission Jeunesse et Réalité, vous avez décrié la gestion chaotique de l'institution, la violation des droits des étudiants, la méconduite sexuelle avec les étudiantes par les enseignants, la corruption qui était devenue monnaie courante à l'IPECAN. Félicien, aujourd'hui, au sommet, à la mangeoire, les choses se sont améliorées ou qu'est-ce que vous envisagez pour mettre fin à tous ces fléaux? Monsieur Jean-Claude, je ne voudrais pas réagir, je ne voudrais pas répondre. Mais je ne voudrais pas répondre, mais je vais quand même le faire. Parce que cette question, moi, je voudrais que vous puissiez la poser à la communauté étudiantine de l'UPECAM. Parce que moi, je commence par vous. Nous allons y arriver. Vous étiez le premier à venir dans cette émission Jeunesse et Réalité, lorsque vous étiez encore étudiant, pas membre de la coordination estudiantine, pour décrire toutes ces pratiques. Aujourd'hui, à la tête de la coordination, je ne vous ai jamais entendu décrire quelque chose. C'est pourquoi je me dis, est-ce que la situation s'est améliorée? Actuellement, je vous rassure, Jean-Claude, que tout va bien. Tout va bien. Parce que, vous voyez, quand nous n'étions pas dans la coordination des étudiants, j'étais en train de voir les choses autrement. Voilà. Vous ne savez pas voir les choses en noir. Je suis en train de voir les choses clairement. Et là où ça ne marche pas, je donne, je parle, je fais ce qu'il faut. Si on arrive à l'IPECAN dans nos investigations, les étudiants nous révéleront que la corruption ne fait pas partie des modes de gestion de l'IPECAN. En tout cas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
Actuellement, les choses ont pu changer. On ne parle plus de la Mais c'est corruption. parce que les mêmes membres du comité de gestion, il n'y a pas eu de changement à l'IPCAN. Qu'est-ce qui a marché? Non, le problème, c'est qu'on accompagne les membres du comité de gestion. Parce que si le comité de gestion est là pour travailler, mais il ne peut bien le faire que si les comités des étudiants lui rendent aussi un bon service. Et donc, c'est au comité des étudiants de voir si les choses marchent ou pas. Et quand ça ne marche pas, il voit aussi au comité de gestion. Et quand ça marche, on peut encourager cela. Et dans ce sens, les choses peuvent changer. C'est-à-dire, vous avez mis en place des mécanismes pour faciliter la dénonciation des mauvaises pratiques. En tout cas, c'est à la minute. Il y a un problème, directement, nous intervenons. Si nous ne sommes pas en mesure de la solution, les sont en train de vous suivre. Oui, mais c'est pourquoi je vous ai dit que cette question, il était important que vous la posiez à tous les étudiants. Ils sont en train de vous suivre. Voilà, et je pense que ce que je dis est vrai. Et je vous rassure, Jean-Claude, que tout va bien maintenant. Avec ce que nous avons comme expérience en tant que leader de jeunes, en tant qu'écrivain aussi, à la tête de la coordination des étudiants, nous avons prouvé vraiment de quoi nous sommes capables. Voilà. À moins que vous ayez d'autres étapes, d'autres activités à annoncer, nous sommes arrivés presque à la fin. Littérature et lecture, c'était pour nous un plaisir. Merci beaucoup, Jean-Claude. Je suis en train d'inviter tous les centres assaillants à se donner à la lecture et à l'écriture aussi. Tous les jeunes qui veulent écrire, tous les jeunes qui rêvent d'écrire, mais qui ne l'ont jamais fait, les invitons. Récemment, nous avons organisé une formation en marge du mois de la femme. Cette formation a concerné seulement les jeunes filles. Nous avions ciblé 30 jeunes filles que nous avons encadrées pour qu'elles deviennent elles aussi écrivaines. Et elles le sont déjà devenues. Bientôt, on va publier leurs livres. Tout le monde va bien sûr les lire. Et tout ce qui veulent pas seulement les jeunes filles. Parce que c'était le mois de la femme. Et aussi parce que elles ne sont pas bien représentées dans le monde littéraire. Aujourd'hui, les filles qui écrivent au Racine central ne sont pas tellement nombreuses. Il y a de l'espoir. Il y en a déjà eu. Parce que ces filles, je vous dis qu'elles ont déjà commencé à écrire. Je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de temps. Leurs livres vont bientôt paraître. Voilà, Félicien Ngalamouloumé, nous vous disons sincèrement merci. Merci beaucoup, Bax. Jeunesse et Réalité vous dit merci. Je pense qu'on aura d'autres rendez-vous, surtout pour discuter avec cette grande communauté virtuelle. Bon mandat à l'IPCAN. Merci beaucoup. Merci à Motif officiel. Voilà, merci beaucoup, dames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre production de ce jour. Nous restons très ouverts. Nous sommes très ouverts. Nous sommes prêts à vous accompagner. Nous disons merci à Mbouta Timini officiel. Nous disons merci à Thérèse Mbouya qui était derrière la caméra. Moi, je m'appelle Jean-Claude Ngalamouloumé. Rendez-vous très prochainement si Dieu le veut bien. Ciao.